Oui, cette politique est bonne. Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Alors l'année 2021 vient de se terminer, donc c'est le moment un petit peu de faire le bilan sur le niveau des profits, des dividendes qui ont été versés par les grandes entreprises à leurs actionnaires, et en parallèle le niveau des salaires. Et malheureusement, comme chacun a pu l'observer individuellement, le niveau des salaires n'a pas suivi la courbe des profits. Si on prend simplement le CAC 40, donc les principales capitalisations boursières, les plus grandes entreprises de France, tout simplement, elles ont atteint des niveaux de profit records de 135 milliards d'euros l'année dernière. Elles ont versé à leurs actionnaires 70 milliards d'euros sous deux formes. Les dividendes d'une part, donc ça c'est la partie du profit généré par ces entreprises que les actionnaires s'approprient directement dans leur compte en banque, et puis par le biais de rachat d'actions, c'est-à-dire que les entreprises rachètent les actions de leurs propres actionnaires pour les rémunérer encore d'une manière supplémentaire. En parallèle de cela, les salaires, comme je le disais, ont très peu augmenté, plus 1,5%, ce qui est rien du tout comme augmentation, alors que les dividendes et les rachats d'actions que j'ai évoqués tout à l'heure atteignent des records qui n'avaient pas été atteints depuis la crise financière de 2008. On est à plus 15% par rapport au record de l'année 2007. Donc l'écart entre les deux est considérable, d'autant plus qu'avec le niveau d'inflation qu'on a connu l'année dernière, qui est important à cause de la hausse des coûts de l'énergie et du coût des matières premières notamment, eh bien évidemment on a un niveau de vie, un niveau de pouvoir d'achat de la population qui se dégrade quand les actionnaires des grandes entreprises, eux, continuent à augmenter leurs revenus d'une manière très importante. Alors on pourrait se demander si cette situation, finalement, elle était prévisible, puisqu'on voit dans les médias dominants ou au gouvernement que les gens semblent s'en étonner. On voit que Le Monde a consacré sa une hier à ce sujet, en commençant même à s'interroger s'il ne faudrait pas un petit peu partager les profits. Bon, je vous rassure, quand on lit le contenu de l'article, à aucun moment il y a une proposition sérieuse pour le faire. Ou Bruno Le Maire qui commence un petit peu à demander aux employeurs que la croissance économique forte de plus 7% qu'on vient de connaître puisse se transmettre aussi en augmentation des salaires. Il faut des augmentations de salaires dans les secteurs où il y a des tensions sur le recrutement. J'en ai parlé encore hier avec mes amis de la restauration, l'hôtellerie. Tout le monde fait semblant d'être étonné puisque tout cela était très prévisible. Le MEDEF lui-même avait déjà dit tout au long de l'année 2021 qu'il fallait faire attention à ne pas trop augmenter les salaires, puisque sinon ça augmenterait les prix, et donc on aurait un niveau d'inflation trop importante en France. C'est l'un des arguments habituels qui sont énoncés par la classe dominante pour justifier la non-augmentation des salaires, c'est-à-dire que plus on augmenterait les salaires de la population, plus ça ferait des coûts. Donc ça c'est un argument qui est régulièrement énoncé, qui n'a aucune validité historique. Il y a un très bon article là-dessus de Romaric Gaudin dans Mediapart, que je vous invite à lire, qui indique clairement qu'on ne constate pas de corrélation systématique entre l'augmentation des salaires et une inflation importante au travers du XXe siècle. C'est-à-dire que quand on augmente les salaires des gens, on ne va pas avoir automatiquement une augmentation des prix des produits, des services, des marchandises vendues. C'est-à-dire que les entreprises ne vont pas mécaniquement augmenter leurs prix parce qu'elles ont eu ce qu'elles considèrent être des coûts supplémentaires liés à cette augmentation des salaires. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et ça, Marx le disait déjà lui-même très clairement. Quand on augmente les salaires, fondamentalement, ce ne sont pas les prix qui augmentent, ce sont les profits des entreprises qui diminuent. Et c'est cette baisse de profit que les entreprises ne souhaitent évidemment pas assumer. Et donc, forcément, on n'a aucun aboutissement sérieux dans le pays de l'ensemble des négociations salariales qui ont été menées pour qu'il y ait une augmentation des salaires suffisante, en tout cas qui puisse suivre l'augmentation importante de la rentabilité des entreprises. On voit que ce sujet de la négociation collective est souvent mis en avant de manière importante, comme si c'était la solution à tout. Donc on voit par exemple Yannick Jadot qui propose dans son programme politique de mener des grandes négociations salariales. Dans notre projet, vous le savez, il y a beaucoup de branches. Les métiers de bouche, les chauffeurs-livreurs, les aides à domicile, tous ces métiers dits de seconde ligne,
nous forcerons les branches à des négociations sur les salaires. Il y en a déjà en cours. Hein. Il y en a en cours et ça dépend, bloque justement. Pas Comment partout. vous pouvez contraindre, forcer? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'à un moment donné, bon, vous savez que normalement il y a des négociations obligatoires, oui, mais nous voulons qu'il y ait des objectifs. Donc à partir du moment où ces secteurs bénéficient d'argent public, oui, il y aura des objectifs pour améliorer sensiblement le pouvoir d'achat. Christiane Taubira qui nous parle de grandes discussions avec les partenaires sociaux. Bon, tout ça n'aboutit pas. Ce qui aboutit encore aujourd'hui le plus efficacement, ça reste la grève. On le voit très concrètement. Où est-ce que les salaires ont augmenté ces derniers mois? Ça va être par exemple dans le groupe Muliez. Nous avons des revendications sur les conditions de travail et surtout les salaires. Donc tout se dégrade, sauf les dividendes des actionnaires. Ces actionnaires qui font des montages financiers pour échapper à un impôt, qui même plus encore, ont bénéficié de 500 millions d'euros de crédit d'impôt, je parle pour l'entreprise Auchan, et qui en fait n'ont embauché personne, ont enchaîné justement les plans de ce qu'ils appellent les PSE. Chez Decathlon, chez Leroy Merlin, où les salaires ont augmenté de 4% parce qu'il y a eu des grèves à l'appui des revendications pour pouvoir les faire aboutir. Alors face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il n'y a pas de fatalité en la matière. Il faudrait, par exemple, indexer les salaires sur l'inflation. Donc l'augmentation des prix importante qu'on connaît aujourd'hui, si les salaires suivaient mécaniquement cette augmentation des prix, eh bien évidemment, il n'y aurait pas les difficultés de pouvoir d'achat qu'on connaît. Cette proposition, elle n'a rien de particulièrement révolutionnaire, puisque c'était le cas en France entre le début des années 50 et 1982. C'est l'une des nombreuses choses que les socialistes arrivés au pouvoir ont malheureusement liquidées dans notre modèle social. Donc remettre en place cette indexation des salaires sur les prix, c'est le cas aujourd'hui dans d'autres pays européens, c'est toujours le cas en Belgique par exemple, donc ça c'est une mesure simple à prendre immédiatement qui améliorerait le quotidien des Français. Plus généralement, il faut améliorer de manière très importante le code du travail pour que les syndicalistes aient davantage de droits et du coup puissent dans leur rapport de force par rapport au patronat, pouvoir être plus fort et pouvoir défendre les intérêts des salariés et donc pousser à des augmentations de salaire. Vous l'avez peut-être remarqué, la question des droits des salariés du Code du travail est aujourd'hui complètement absente de la campagne électorale. C'est souvent le cas malheureusement. Le Code du travail est un sujet jugé complexe, surtout parce que la plupart des hommes politiques n'ont jamais eux-mêmes travaillé dans les entreprises, n'ont jamais été salariés, donc ils ne connaissent rien à ce que c'est que le rapport de subordination subi par les millions de travailleurs en France. Donc ils l'évoquent peu et par contre, une fois arrivé au pouvoir, c'est souvent l'une des premières mesures qui est prise, c'est de déconstruire le Code du travail. On l'a vu avec François Hollande, avec la bien mal nommée loi de sécurisation de l'emploi en 2013, qui a facilité de manière très importante les licenciements. Donc ça a été la première grande loi de François Hollande. Emmanuel Macron, c'est la même chose. Première grande loi, les ordonnances Macron. C'est des lois qui sont prises parce qu'elles sont demandées par la Commission européenne et parce que pour eux, c'est assez facile à mettre en place parce que malheureusement, il y a très peu d'opposition politique à ces mesures. Donc à l'inverse de cela, il faut prendre à bras-le-corps le sujet du Code du travail et construire un Code du travail réellement protecteur des salariés. L'une des mesures sur les salaires pourrait être de faire en sorte que les négociations annuelles obligatoires sur les salaires qui existent aujourd'hui, qui obligent l'employeur à négocier avec les syndicats sur la question des salaires, soient modifiées pour faire en sorte que il y a une obligation pour l'employeur d'augmenter les salaires, sauf s'il est en capacité de démontrer qu'économiquement c'est impossible. Et si les syndicats sont convaincus par la démonstration de l'employeur, à ce moment-là, il n'y aurait aucune augmentation salariale. Mais sans démonstration de sa part, il n'aurait pas la capacité de geler les salaires, comme d'innombrables entreprises l'ont fait l'année dernière, alors qu'elles étaient pourtant de plus en plus rentables. Donc ça pourrait être une mesure importante, qui sera évidemment pas suffisante.
L'ensemble des mesures qui visent à améliorer les droits des salariés, qui visent à mieux répartir les richesses, qui visent à mettre en place une fiscalité dissuasive, sont des mesures importantes dans un programme de transition pour améliorer de manière rapide la situation des Français, mais elles ne sont pas suffisantes si on ne change pas concrètement les rapports de production, la détention du capital, la rémunération du capital. On ne bouleversera pas le capitalisme lui-même et toutes les réformes qu'on pourra prendre pourront un jour ou l'autre être supprimées par une nouvelle majorité parlementaire qui arriverait au pouvoir. Donc il faut remettre au centre la question de la propriété privée des entreprises par une mesure qui pourrait être la socialisation progressive de ces entreprises. Les entreprises génèrent, on l'a dit, des bénéfices très importants en ce moment. Ces bénéfices sont aujourd'hui intégralement accaparés par les actionnaires. Il y a la partie de ce bénéfice qu'ils se versent dans leur compte en banque, les dividendes qu'on évoquait, la partie qui ne se verse pas en compte en banque et qui laisse dans l'entreprise, mais comme cette entreprise, ils la détiennent, eh bien évidemment, on peut considérer que c'est les deux poches de l'actionnaire, d'un côté ce qui touche directement, de l'autre côté ce qui reste dans son entreprise qu'il détient intégralement. Donc dans tout ça, les salariés qui pourtant ont créé ce bénéfice il ne vient pas de nulle part, il vient du travail des salariés. Ces salariés n'ont aucune part de la propriété de ces entreprises et subissent complètement les choix des actionnaires qui sont dominants. Donc la proposition de socialisation progressive des entreprises vise à proposer qu'une partie de ce bénéfice généré annuellement par le travail des salariés eh bien, soit propriété des salariés de cette entreprise, donne les droits équivalents au conseil d'administration de l'entreprise et progressivement, si chaque année les bénéfices générés par l'entreprise sont propriété des salariés, et bien petit à petit, ces salariés seront majoritaires au capital de l'entreprise. Et on aura des entreprises qui seront socialisées, qu'on pourrait appeler des entreprises collectives, avec des détentions d'actions qui ne donneraient pas le droit à rémunération, donc il n'y aurait plus de dividendes. Cette détention des actions, elle serait collective dans le sens où ce serait un conseil des salariés qui les détiendrait, ce ne seraient pas les salariés individuellement, donc ça ne leur donnerait aucune rémunération, ça leur donnerait simplement le droit de pouvoir piloter l'entreprise en toute cohérence avec la valeur qu'ils auraient collectivement créée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire un abonnement de soutien à Frustration Magazine.